Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 juin 2022. On approche de la fin du trimestre, on approche de la fin de la semaine déjà, c'est déjà pas mal. Hier, il y avait un énorme sujet. Eh bien, c'était le témoignage de Monsieur Powell devant le Sénat, la sous-commission du comité des banques, blablabla. En gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont passé au crible, l'ont passé à la poêle, ils l'ont passé au grill pour savoir ce qu'il avait à dire, qu'est-ce qu'il pensait réellement de ce qu'on pouvait attendre finalement de ces nouvelles actions de la Fed et comment est-ce qu'il voyait la chose. Est-ce que vraiment il avait changé sa vision par rapport à ce qu'il nous a déjà annoncé il y a une semaine lors du meeting de la Fed? Est-ce que les choses ont changé? Bref, est-ce que son témoignage allait être une surprise monstrueuse? Eh ben en fait, non, pas du tout. Il ne s'est strictement rien passé ou pas grand-chose. Donc ce qu'il faut retenir du témoignage de M. Powell d'hier, c'est simplement que finalement, oui, effectivement, il a l'intention de combattre l'inflation, ça c'est pas une énorme nouvelle, que oui, ce combat contre l'inflation est hyper délicat, puisque finalement, monter les taux c'est bien, la question c'est à quelle vitesse, à quel rythme, pas trop vite, pas assez, pas trop lentement, de manière à ne pas planter l'économie de l'autre côté. Oui, il est conscient que potentiellement, éventuellement, peut-être cette hausse des taux extrêmement rapide pour essayer de freiner cette inflation galopante extrêmement rapide également pourrait avoir des conséquences sur une éventuelle récession, mais que ce n'est pas un but en soi, que la Fed ne s'est pas donné pour mission de mettre l'économie en récession, même si la sénatrice Warren a poussé M. Powell à faire très très attention pour ne pas faire souffrir encore un peu plus le peuple américain que ne le fait déjà souffrir le Parti démocrate. Et donc, du coup, fondamentalement, eh bien, on a toute cette problématique qui fait que le marché n'a pas appris grand-chose, ce qu'on savait déjà. M. Powell s'est dit relativement confiant par rapport à la capacité de l'économie de tenir le coup face à cette séance de hausse des taux. Et puis, il espère que tout devrait relativement bien se passer ces prochains temps. Donc, l'un dans l'autre, son témoignage était relativement rassurant, confortable pour la suite des événements. Il y a un deuxième témoignage aujourd'hui devant le Congrès, donc ils vont lui reposer les mêmes questions, ils vont le passer sur le grill la même chose, il va redire plus ou moins les mêmes choses. Normalement, c'est plus ou moins du copier-coller, mais connaissant le monde merveilleux de l'investissement, on a cette capacité extraordinaire à reprendre les mêmes mots et les interpréter différemment. Donc méfiance quand même pour le témoignage de cet après-midi, mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir du témoignage de M. Powell, c'est qu'on n'est pas plus avancé avant qu'après. On est toujours au même stade, la Fed va continuer à monter les taux, et les prochaines échéances, c'est le CPI début juillet, et la publication des chiffres trimestriels qui vont attaquer également début juillet. Donc oui, ce qu'on va regarder dorénavant, c'est les informations qui vont nous donner des preuves, des idées et des suggestions par rapport à ce qui va se passer ensuite. Est-ce que finalement, cette première hausse de 0,75 qui a été faite la semaine dernière, qui sera certainement suivie d'une deuxième hausse de 0,75 à 26 ou 27 juillet à la fin du mois de juillet, est-ce que ces deux hausses-là vont mettre un frein à l'inflation? Ça, effectivement, on aura les chiffres du CPI dans 15 jours qui nous permettront d'y voir plus clair. Et puis, on aura ensuite les chiffres du trimestre. Alors, les chiffres du trimestre, ça va être un gros morceau parce qu'effectivement, on a vu ces derniers temps qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui se sont montrées prudentes pour le reste de l'année. Donc, du coup, on peut s'attendre à que nos amis, les analystes, aient bien baissé leurs attentes, ce qui fait que finalement, les chiffres ne devraient pas être trop catastrophiques puisqu'on a déjà anticipé pas mal de mauvaises nouvelles. La grande question que tout le monde continue à se poser, c'est est-ce que la récession est complètement pricée? Est-ce qu'on va encore avoir des conséquences là derrière? Blablabla, c'est toujours la même histoire. On n'est pas plus avancé que lors du Morning Bull Live d'hier, malgré le témoignage de M. Powell. Comme je vous l'ai dit, il va falloir attendre un tout petit peu pour y voir plus clair. En attendant, il peut se passer plein de choses parce que tout le monde vient apporter son grain de sel dans l'économie et dans sa vision par rapport à ce que le marché devrait déjà avoir pricé pour estimer qu'on soit en récession ou pas en récession. Alors là, tous les gourous sont sortis. Le dernier en date, c'est monsieur Mark Mobius qui s'est pointé hier avec une nouvelle théorie sur le Bitcoin, puisque selon lui, le Bitcoin est le nouvel indicateur avancé finalement du marché, puisque chaque fois que le Bitcoin baisse violemment, le lendemain le marché baisse violemment, et quand le Bitcoin remonte violemment, eh bien c'est l'inverse qui se produit. Donc du coup, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, pas mal de gourous sont là, tout le monde essaie de venir donner son idée. On a aussi eu la stratégie de la Société Générale qui est venue nous annoncer hier que normalement, selon elle, le marché pourrait encore corriger de 30%.
par rapport à là où on est aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on n'a pas anticipé au niveau de l'économie, puisqu'elle anticipe une récession longue et durable, ce qui fait que ça pourrait traîner plus longtemps, et c'est pas ce qu'on anticipe aujourd'hui, puisqu'on anticipe quand même des récessions relativement courtes et qui sont réglables assez rapidement. Donc voilà, que des bonnes nouvelles très agréables à entendre, mais on sent beaucoup de stress. Il y a quand même un truc qui est positif dans tout ça, ce qu'il faudra quand même le noter, c'est le baril de pétrole. Alors souvenez-vous, j'en ai beaucoup parlé, enfin j'en parle beaucoup ces jours du baril de pétrole. On a vu clairement que tout le monde était devenu méga bullish il y a encore une semaine. Au trading day, on ne parlait que de ça. Tout le monde disait oui, de toute façon ça va beaucoup plus haut. Et comme par hasard, je disais dans ma présentation, tout le monde est positif. Et en général, quand tout le monde est positif, ben, c'est pas ce qui se produit, et c'est ce qui s'est produit. Le baril s'est pété la figure, il a perdu 16% depuis la semaine dernière, les 122 $, on est à 103 ce matin. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la consommation. Monsieur Biden veut faire passer sa réduction de taxes, sa suppression de taxes fédérales sur le gallon d'essence aux États-Unis. Ça devrait être passé au Congrès. Tout le monde n'est pas d'accord pour l'instant. Mais en tous les cas, c'est un geste dans cette direction-là pour faire baisser le prix du pétrole. Mais surtout, la demande est en train de baisser. Enfin, la demande des futurs pétroles est en train de baisser parce que le marché est en train d'anticiper une récession. Évidemment, on se dit, si on rentre en récession, allez, au mois de novembre, les gens vont commencer à calculer différemment. Ils vont se déplacer différemment. Ils vont consommer moins de pétrole. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les voitures qui consomment du pétrole, il y a aussi pas mal d'autres choses à côté, mais néanmoins, on anticipe un petit peu ça, ce qui fait que pour l'instant, ça se calme au niveau du baril, et c'est également positif, parce que si ça se calme au niveau du baril, si ça reste encore comme ça jusqu'à la fin du mois, on peut espérer que du coup, le CPI du mois de juin va être plus faible, puisque finalement le pétrole a quand même perdu un bon bout de sa valeur. Donc quelque part, c'est une bonne nouvelle qui peut nous tomber dessus au début du mois de juillet, parce que tout d'un coup, il y a une amélioration, il y a une baisse du prix du pétrole qui peut avoir un impact sur les chiffres de l'inflation. Affaire à suivre, mais ça c'est quand même la bonne petite nouvelle du jour. On revient sur la thématique des crypto-monnaies. Je vous parlais tout à l'heure de monsieur Mark Mobius qui a découvert ça comme un early indicator des marchés. On notera quand même que le fonds Three Arrow Capital, dont on a déjà parlé récemment dans ce Morning Bull Live, ne semble pas avoir répondu aux appels de marge qu'on lui fait sur ses positions en Bitcoin. On parle de plus de 15 000 bitcoins en suspens. Si d'ici le 27 juin, le fonds là en question n'a pas répondu à ces appels de marge, il sera en défaut. Alors c'est pas une bonne nouvelle, je le conçois. Par contre, il y a une bonne nouvelle qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'on dit toujours qu'en phase de cycle de baisse dans les marchés, à la fin, il faut une faillite, il faut des fonds qui partent en vrille. Et là, ça pourrait être déjà les premiers points positifs, en tout cas pour le secteur des cryptos. Peut-être qu'on peut avoir, si le fonds Three Arrow Capital part en vrille, on peut avoir une accélération baissière supplémentaire sur le Bitcoin et avoir là peut-être potentiellement une opportunité d'achat à ce moment-là. En tout cas, le patron de MicroStrategy aussi s'est montré hyper serein, puisqu'il dit à son sens qu'aujourd'hui, on fait simplement des ajustements de position, des ajustements par rapport à l'industrie des crypto-monnaies, puisque lui, il compare l'industrie de la crypto-monnaie à l'industrie pétrolière il y a 150 ans en arrière. Il fallait le temps que ça s'adapte, le temps que ça démarre, et à partir de là, on peut commencer à avoir des meilleures nouvelles et du vrai concret, parce que ça deviendra un vrai business. Donc lui, il est là, il parle de très long terme, et il reste positionné sur ses bases et ne s'inquiète pas du tout de la baisse actuelle du Bitcoin. Dans les nouvelles du jour qu'il faut retenir quand même, il y a des choses assez intéressantes au niveau des voitures, puisqu'on a eu de nouveau un commentaire de monsieur Elon Musk qui est venu se plaindre du fait qu'aujourd'hui, les Gigafactory lui coûtaient un pognon de malade, tout simplement parce que, il y avait des lenteurs dans tout ce qui est livraison de pièces techniques, type semi-conducteurs et type métaux rares pour les batteries, donc ils se retrouvent dans une espèce de shortage. Il y a aussi des rapports qui ont été publiés, il y a un article sur CNBC aujourd'hui où ils en parlent en disant que la valeur finalement des métaux rares qu'on met dans les batteries de voitures a doublé depuis le début de la pandémie. Donc ça commence à être un surcoût supplémentaire qui va être aussi répercuté sur le consommateur derrière. Mais à côté de ça, on a toujours cette vraie problématique de pièces de voiture, de semi-conducteurs qui n'arrivent pas. On entend tous les jours des gens qui se retrouvent dans une situation qui ont commandé une voiture qui est décalée de 3 mois, 6 mois, 8 mois. Et en plus, il manque les pièces pour pouvoir fournir la voiture telle qu'on l'avait commandée à la base. On a appris encore hier que Stellantis ferme les usines de Sochaux et de Rennes pour la production des 5008 Peugeot et des C3 Aircross. Bon, je vous avouerai que c'est pas ce qui m'inquiète le plus.
Ça me manquera pas trop sur les routes, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment un énorme problème qui est en train de continuer à se répercuter, sans parler des marques allemandes qui ont des problèmes de production parce qu'une partie de leurs usines sont en Ukraine. Bref, tout ça fait que ça reste quand même un tout petit peu un meltdown très compliqué à gérer, et c'est encore ce que l'écho que s'en faisait Monsieur Musk hier soir dans les médias, puisqu'évidemment il n'y a pas un jour qui se passe, ou presque, sans qu'on ne parle de lui ou que lui fasse parler de lui. À surveiller également Coinbase. Coinbase a perdu 10% hier soir. La raison principale, c'est que Binance a annoncé qu'ils baissaient leurs frais de trading sur le Bitcoin. Donc forcément, eh bien, il y a une répercussion sur la concurrence. À surveiller aussi, bien sûr, la boîte Revlon. Revlon, c'est cosmétique. En gros, ils ont fait Chapter 11, ils se sont mis en faillite mi-juin, et donc depuis, tout le monde est en train de courir après, parce qu'il paraît que c'est un des trucs où il y a le plus gros short interest aux États-Unis. Donc les hedge funds sont de nouveau méga short sur Revlon. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand les hedge funds sont méga short? Eh bien, il y a tous les mecs de Wall Street Bet qui redébarquent et puis qui viennent sauter sur le titre pour se dire c'est génial, on va restructurer la boîte, on va tuer les shorts. Et ils ont fait remonter le titre en une semaine, grosso modo, de 650%. Encore une fois, très très logique, purement fondamentalement, mais visiblement, j'ai envie de dire qu'il semblerait que les hedge funds n'ont pas encore vraiment compris le concept. C'est que chaque fois qu'ils viennent commencer à taper sur une boîte pour l'envoyer à zéro, eh bien, ces mecs-là vont venir et vont leur tordre le bras et leur faire beaucoup de mal. C'est ce qui est en train de se passer de nouveau sur Revlon. On notera aussi que la FDA est en train de potentiellement interdire les e-cigarettes Juul aux États-Unis. J-U-U-L, là, c'est les vapoteuses électroniques. Ça appartient à Altria, le titre a perdu 10% derrière. C'est pas forcément une immense nouvelle, ça fait un moment qu'il y a pas mal de mauvaise presse et de mauvaises rumeurs autour de Juul. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on entend parler. À noter quand même au passage que sur du Altria aujourd'hui, même si on n'aime pas les cigarettes, même si on veut pas investir dans ce type de produit, il y a quand même 8,7% de dividendes à prendre dessus. Donc ça reste quand même quelque chose qui va continuer à fonctionner. Oui, c'est vrai que les gens fument moins en Occident. Par contre, dans les autres pays émergents, ça fume toujours plus. Donc c'est un business qui, malheureusement, on va dire, continue à fonctionner relativement bien. Et pour ceux qui cherchent du dividende, c'est relativement intéressant à observer quand même, surtout après des corrections de 10% qui sont des fois un tout petit peu exagérées. Voilà, grosso modo, on a quelques chiffres économiques qui vont sortir aujourd'hui, pas mal de PMI en Europe, pas mal de PMI aux États-Unis. Il y aura également le jobless claims aux États-Unis, et puis surtout le deuxième témoignage de M. Powell. Donc comme je vous l'ai dit, il faut faire attention à cette double lecture, puisque des fois il y a quand même pas mal de volatilité. Pour l'instant, les futurs, depuis que je suis debout ce matin, pour être très franc, ils vont juste dans tous les sens, mais on est en baisse de 0,3% à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle, là, c'est 7h moins quart. Donc, grosso modo, ils sont en baisse de 0,3%. Il y a toujours un petit peu de pression. On se pose toujours beaucoup de questions. Il y a aussi une chose à noter, c'est que quand on regarde les statistiques du marché, les statistiques des volumes vendeurs, acheteurs dans le marché, eh bien, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a eu une première capitulation la semaine dernière, mais que par contre, aujourd'hui, ce qu'on appelle les petits investisseurs, les retail investors, sont toujours engagés dans le marché et ne sont pas encore rentrés dans cette zone de découragement qui sera finalement le bottom final du marché. Donc on peut encore relativement se dire qu'il y a encore de la baisse à venir, mais comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on est un peu dans une espèce de zone grise, un espèce de tunnel de 10-15 jours avant d'avoir les chiffres du CPI, avant d'avoir les résultats trimestriels, qui fait qu'on pourrait avoir quand même pas mal de volatilité et d'ajustement de position. Alors ajustement de position, c'est un mot qu'on utilise quand on ne sait plus quoi dire, et puis quand on ne sait plus comment commenter le marché. Donc il pourrait y avoir encore des ajustements de position ces prochains temps sur les marchés, en attendant qu'on y voit un tout petit peu plus clair au niveau du CPI. Et évidemment, si on a un bon chiffre qui montre qu'on est enfin dans un pic sur le CPI, peut-être qu'il y aura de nouveau de l'espoir, mais ça sera pour début juillet. D'ici là, on aura l'occasion de se revoir à moult et moult fois dans ces vidéos. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte francophone. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, revenez demain, parce qu'il y en a encore une. Il y aura aussi le Swiss Bliss demain. Donc, passez une excellente journée. Et puis, à demain. Bye bye.